Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc merci déjà d'être avec nous ce soir pour cette conférence donc sur le Kilimandjaro. J'ai le plaisir donc d'avoir avec moi Didier Mille, qui est un grand monsieur du voyage d'aventure et des expéditions. Didier est également d'ailleurs guide de haute montagne et il m'a aidé dans le dossier sur le Kilimandjaro qu'on a publié donc la semaine dernière, où vous avez une demi-douzaine d'articles justement pour tout savoir sur le Kilimandjaro. Donc je vous référerai sur ces articles de blog qu'on trouve donc sur le site Expédition Unlimited. Donc là, on va commencer par une présentation des principales voies d'ascension du Kilimandjaro, et puis on passera en revue évidemment les essentiels de ces ascensions. Donc là, vous voyez le beau glacier du sommet du Kilimandjaro qui d'ailleurs a tendance à se réduire. C'est une photo qui est un peu ancienne, on reviendra là-dessus. Et il est possible que là, il y en ait un peu moins aujourd'hui. Ce soir, ce que je vous propose de voir, bon, en introduction, je vous parlerai de ce sommet rapidement pour que vous puissiez le situer, mais bon, je pense que c'est quand même un des sommets les plus emblématiques de la planète, donc vous devez le connaître à minima. Je vous parlerai donc de logistique, d'accès et quelques mots sur les hébergements. Puis après, Didier donc, reprendra les principales voies d'ascension du Kilimandjaro, celles que l'on ne propose pas pour différentes raisons sur lesquelles nous reviendrons. Mais comme ça vous permettra d'avoir une vision globale de toutes les voies d'ascension au sommet. On parlera évidemment des difficultés principalement liées à l'altitude et donc tous les éléments de sécurité. On vous parlera rapidement des équipements, c'est relativement simple, des meilleures périodes d'ascension. Je voulais vous parler, moi, des combinés sur lesquels je travaille avec le mont Kenya, bien sûr, et puis avec le mont Stanley en Ouganda. Vous parler en quelques mots de tous ces magnifiques safaris qu'on ne propose pas dans une version standard de l'ascension, mais qu'il faut essayer de prévoir en extension. C'est un peu dommage d'aller aussi loin et d'être aussi proche de cette faune extraordinaire des parcs tanzaniens, voire kenyans. Et puis on parlera rapidement des prochains départs. Donc, comme vous le savez, le Kilimandjaro, bah, c'est le plus haut sommet d'Afrique, à 5895 mètres. Donc, c'est l'un des sommets les plus iconiques depuis même le début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est le sommet le plus pratiqué, puisqu'on compte à peu près 25 000 trekkers par an. Il est situé donc au nord de la Tanzanie, comme vous le savez, sur l'équateur, donc avec une météo équatoriale. Et c'est une région qui est dominée par des cônes volcaniques. À part le Kilimandjaro, on a le mont Meru, qui est donc à quelques kilomètres d'Arusha, donc à 4600 mètres, et puis bien sûr le cratère du Ngorongoro, avec sa faune dont on reparlera tout à l'heure, à 3650 mètres comme point culminant. C'est donc une région de montagne et de savane, comme on disait, peuplée par une grande faune sauvage, probablement l'une des plus riches de toute l'Afrique. On a aussi évidemment de la faune en Afrique australe, mais c'est probablement là qu'on a le plus grand nombre d'espèces. En fait, le Kilimandjaro, donc pour ceux qui ne le savent pas, compte trois principaux cratères. En fait, on se rend compte quand on l'étudie finalement qu'on ne le connaît jamais complètement. Donc le volcan Chira, par lequel on passe d'ailleurs par quelques voies d'ascension, donc à près de 4000 mètres. Le volcan Mawenzi, qui lui culmine à 5150 mètres sur le versant est du Kilimandjaro. On le reverra tout à l'heure aussi par au moins une voie, voire deux d'ailleurs, d'ascension. Et puis le cratère Kibo, qui est son sommet principal avec le pic Uhuru, qui est son point culminant, donc à 5895 mètres. Et là, donc, ce qu'on voit derrière ces jeunes femmes, il y a même un jeune homme, je crois, c'est le Mawenzi. Donc la logistique d'accès est relativement simple. Donc il y a deux aéroports possibles, celui de Kili, Kilimandjaro, le Kili Airport, et puis celui d'Arusha.
Nous, on utilise 99% du temps donc le Kili Airport, qui se trouve à 1 heure, voire 2 heures, selon l'hébergement qui a été choisi, de la ville de Mochi, qui est le point de départ en fait de toutes les expéditions, enfin, en tout cas des transferts en véhicule depuis Mochi vers le départ donc de votre expédition. On a plusieurs types d'hébergements. Donc, nous, on propose en standard des hébergements standards qui sont tout à fait corrects. Et on a quelques hébergements un peu supérieurs. Voilà, pour ceux qui ont envie de changer de gamme d'hôtel ou de lodge. Donc, en général, on arrive soit la veille du jour 1, par exemple, il y a un vol Air France qui est dans la journée et qui, après une escale souvent à Zanzibar, arrive très tard dans la soirée, le jour, on va dire, 0, par rapport au jour 1 qui est indiqué ici. Et sinon, on a des vols de nuit aussi qui arrivent donc le matin du jour 1. Ce jour-là est un peu tranquille, si je puis dire. Et c'est le jour où le guide de l'expédition vient vous faire un briefing, vérifier avec vous votre matériel. Et puis le jour 2, c'est le transfert vers la porte du parc du Kilimandjaro, selon la porte qu'on a choisie, selon la voie qu'on a choisie. On va revenir là-dessus tout de suite. Et puis l'avant-dernier jour, c'est la même chose, c'est la sortie par une des portes. En général, vous verrez que c'est la voie Mweka, donc la Mweka Gate, puis un transfert pour Mochi où on va y passer la nuit. Et puis le dernier jour, c'est le transfert vers l'aéroport, sauf si vous enquillez sur le mont Kenya, par exemple, les Rwenzori, ou si vous partez pour quelques jours de safari. Voilà, donc on va passer en fait aux 5 voies principales d'ascension, qui sont donc la Marangou, la voie Coca-Cola, la Machame, ou la voie whisky, la Lemosho, la voie Rongai, donc par le versant nord, donc vers le Kenya, ou l'Oitokitok, qui est ce village en fait frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Et puis cette voie qui s'appelle la traversée, ou souvent appelée aussi Northern. Donc je vous présente là, je vous propose de voir une petite animation commentée donc, de ces principales voies. Et après, je laisserai Didier vous présenter les 3 voies sur lesquelles on travaille nous-mêmes. Bienvenue au sommet de l'Afrique. Le Kilimandjaro, avec ses 5895 mètres, se dresse majestueusement au cœur de la Tanzanie. Toujours au départ de la ville de Mochi, vous atteignez, en 2 à 3 heures de route, les portes du parc du Kilimandjaro. À partir de là, 5 itinéraires se partagent l'ascension. Sur le versant est, connu sous le nom de voie Coca-Cola, la voie Marangou est l'itinéraire le plus direct et le seul proposant des refuges. Son ascension, réalisée généralement en 5 jours, est la plus rapide, mais avec des dénivelés quotidiennes de 1000 mètres par jour entre chaque camp, elle néglige considérablement les contraintes liées à l'acclimatation. Sur le versant sud, la voie Machame, elle respecte mieux les paliers d'acclimatation. Elle longe la face sud pendant 2 étapes, avec un point de passage marquant, la remontée du mur de Barranco. Elle arrive sur le bord du cratère à la hauteur de Stella Point, ce qui raccourcit le parcours le long de la caldeira. C'est le premier itinéraire que nous proposons. La voie Lemosho part à l'ouest de la montagne. Elle s'approche du cône du volcan Shira, le 2e des 3 volcans qui constituent l'ensemble du Kilimandjaro, avant de longer la face sud et de rejoindre la voie Machame. Le parcours est alors commun à la voie Machame jusqu'au sommet. La grande traversée du Kilimandjaro est notre itinéraire préféré. On l'appelle aussi la voie Northern. Le départ est commun à la partie la plus sauvage de la voie Lemosho, puis réalise une longue traversée sur le flanc nord de la montagne qui permet d'acquérir une excellente acclimatation. On monte au sommet par le versant nord-est en utilisant un itinéraire exclusif. Elle offre une immersion totale dans la montagne, loin des foules, avec une acclimatation optimale et des paysages d'une rare beauté. Seule voie partant du versant nord, la voie Rongai est l'une des moins fréquentées. Elle offre des panoramas uniques sur le Kenya. On commence par rejoindre le pied du mont Mawanzi, le dernier des 3 volcans. Elle peut se parcourir en 5 jours, mais l'ascension est alors trop rapide. Nous la proposons comme la voie Machame, avec un jour d'acclimatation au pied du Mawanzi.
Pour la descente, nous privilégions la voie Mweka, qui, elle aussi, évite la cohue rencontrée sur le Marangu. Quel que soit l'itinéraire que vous choisirez, gravir le Kilimandjaro est toujours une expérience inoubliable. Voilà, donc merci à Didier pour cette belle animation et d'avoir trouvé une voix tout à fait magnifique pour la commenter. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est de passer eh bien, aux trois voies que l'on propose et on va commencer par la Matchamé. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais quelques mots vous parler de ces ascensions du Kilimandjaro. Donc, dans l'animation précédente, on vous a parlé très rapidement de la Marangu. C'est la voie la plus rapide pour accéder au sommet, beaucoup trop rapide en termes d'acclimatation. C'est la seule où il y a effectivement des lodges tout du long et qui sont donc à l'origine d'une affluence marquée ça n'offre pas un immense intérêt, d'autant que le haut de la voie Marangu, d'abord on le fait en aller-retour, et puis ce sont des éboulis assez pénibles à remonter. Donc on évite cette voie-là et on privilégie donc l'accès par la Matchamé, qui, comme vous pouvez le voir sur la photo, part du versant sud, voire un petit peu à l'ouest de la montagne, et va permettre de faire une grande traversée. En fait, on a 2 jours, 1 jour et demi dans la forêt pour rejoindre Matchamé Camp et ensuite le Chira Plateau. Donc le Chira Plateau qui est à côté du petit cône volcanique du petit volcan de Chira. On monte jusqu'à Lava Tower, qui est une formation géologique particulière qui permet de gagner un petit peu en acclimatation, puisqu'on monte plus haut qu'on ne va se retrouver après pendant la traversée en face sud. On redescend au camp de Barranco. Barranco, c'est la seule difficulté un peu de cet itinéraire. C'est une espèce de canyon dans lequel on chemine en mettant de temps en temps les mains pour se tenir, mais il n'y a pas du tout d'escalade. Hein. La seule difficulté, c'est un petit peu le vertige que certaines personnes peuvent avoir dans cet itinéraire, mais ça n'a rien vraiment de difficile. Et simplement, s'il y a beaucoup de monde, bah, ça fait un peu la cohue, il faut attendre son passé. On traverse ensuite, on fait une longue traversée dans ce versant sud, au pied de glaciers qui, malheureusement, on le voit sur l'animation, hein, ne sont plus que des petits appareils glaciaires, alors qu'à une époque, c'était déjà des glaciers imposants. Et on arrive à Karonga Camp avant de continuer et d'achever la traversée à Barafou Camp. Et il faut savoir que quand on est à Barafoucan, on peut s'échapper si, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas faire le sommet, soit pour des conditions météorologiques, soit par cause de fatigue personnelle de quelques participants ou d'un participant. On peut traverser de Barafou et rejoindre l'itinéraire de la Marangu et les loges de la Marangu assez facilement. Donc, de Barafou, on monte jusqu'à Stella Point. Alors là, c'est là où on passe le plus près des glaciers et on voit encore cet appareil glaciaire très particulier qu'on peut rencontrer sous les tropiques. Et il reste une traversée d'1 heure et demie à peu près sur le rebord du cratère pour aller rejoindre le point culminant, le Uhuru Peak, à 5895 mètres. Donc c'est, je dirais, la grande voie la plus classique aujourd'hui pour l'ascension du Kilimandjaro, avec la Marangu, avec une meilleure acclimatation sur la Marangu, puisqu'on monte plus progressivement et que c'est le fait de traverser en versant sud donne une meilleure acclimatation. Le deuxième itinéraire qui est pour nous le plus intéressant, qui est plus intéressant encore à proposer, qui fait la même durée, c'est ce qu'on appelle la Rongai. Tu veux parler de la descente, Didier, peut-être, ou après? Oui, je peux parler de la descente maintenant, oui. Alors, sur la descente, si tu peux revenir un tout petit peu en arrière avec ton curseur. Hop. En fait, la descente, on va redescendre jusqu'à Barafou, jusqu'au camp de Barafou. Donc, c'est un aller-retour depuis Barafou. Et ensuite, de Barafou, on plonge directement dans la vallée. Voilà, l'itinéraire qui est en jaune, on plonge directement sur cette espèce de gros éperon rocheux pour rejoindre la vallée à Mweka. C'est une très longue journée, hein, la journée d'ascension de Barafou jusqu'au sommet et la redescente jusqu'à Mweka. C'est une très longue journée, mais c'est la même chose sur la Marangu, c'est à peu près la même chose pour tous les itinéraires. Ce qu'on appelle le summit push est vraiment très exigeant.
puisque c'est un effort de 10 à 12 heures, voire 13 ou 14 heures pour les plus longs qu'il faut fournir. C'est une journée quand même particulièrement longue, pas difficile, mais longue. Et donc, on rejoint directement la vallée voilà, via Millennium Camp, qu'on voit sur la photo, et ensuite la Mwekeyet, et on rentre sur Moshi. Le deuxième itinéraire que nous proposons, c'est en durée est identique, c'est ce qu'on appelle la Rongai. Le gros avantage de la Rongai, bon, il y a un transfert un petit peu plus long pour démarrer l'ascension, c'est-à-dire que pour arriver à la Guette, on met 2 heures au lieu d'1 heure, mais ce n'est pas très gênant dans la progression sur la montagne. Le gros avantage qu'il y a en venant par ce versant nord, c'est qu'il est beaucoup moins fréquenté que la Matchamé et la Marangou, bien évidemment. Ce sont des itinéraires uniquement avec des camps qui sont. Les premiers camps sont installés un peu pour toute la saison, mais après les camps supérieurs sont amenés par nos porteurs. Et on passe en fait, là aussi on s'approche par le versant nord et on va passer une journée complète au pied du Mawenzi. Parce qu'on pourrait idéalement faire l'ascension d'un jour de moins, mais pour des raisons d'acclimatation, ça ne serait pas bien. Donc on va grimper jusqu'à Kikelawa Camp, Mawenzi Tarn. Alors Mawenzi Tarn, c'est vraiment le camp au pied du Mawenzi. On ne se rend pas bien compte là sur évidemment Google Earth de l'ambiance qu'il y a, mais c'est un très beau sommet, le Mawenzi. Et c'est un édifice caractéristique, assez rocheux, hein, de là, bien évidemment. Et on vient vraiment au pied de ce volcan. On va passer une journée au pied de ce volcan, ce qui permet de faire des photos absolument magnifiques. Hein. C'est un point de vue remarquable sur le Kilimandjaro. C'est aussi un des rares endroits où on a une vue d'ensemble sur la montagne, parce que quand on vient de l'autre côté sur la Matchamé, on est tout de suite vraiment au pied de la montagne, donc on est dominé par la montagne. On n'a pas tellement une vue d'ensemble. Du Mawenzi, on a du recul et on s'élève un peu sur les pentes du Mawenzi. On ne gravit pas le Mawenzi. Le Mawenzi lui-même, c'est une ascension pour alpinistes, hein, avec des passages de 3, voire un petit peu plus difficiles, mais surtout le rocher est mauvais. Et donc, depuis les pentes du Mawenzi, on peut avoir une vue absolument somptueuse sur l'ensemble du Kilimandjaro. D'autant que quand on va s'élever le lendemain matin, enfin 2 jours plus tard, quand on va faire l'ascension proprement du Kilimandjaro, le Kilimandjaro, souvent il y a une mer de nuages au pied, et quand on s'élève dans la pente terminale au lever du jour, on a un lever de soleil splendide sur le Mawenzi qui se trouve donc en contre-jour, et c'est de toute beauté. C'est vraiment un des moments les plus magiques de l'ascension du Kilimandjaro, c'est ce lever du jour dans les pentes sommitales, puisqu'on part de nuit hein, pour faire l'ascension sommitale. On progresse de nuit sur on va dire pratiquement les 1000 premiers mètres. Et puis ensuite, on a ce lever du jour, avant d'arriver cette fois à Gilman's Point, qu'on voit là sur la photo, et de traverser. Donc là, c'est un peu plus long quand on est à Gilman's Point pour traverser jusqu'à Oro Peak, il y a quand même 2 bonnes heures. Je précise qu'on ne descend jamais vraiment dans le cratère proprement dit. On pourrait descendre dans le cratère, mais il y a quand même 150 mètres de dénivelé à peu près pour aller de la circonférence du cratère au cœur même du cratère. Alors ça se descend les 150 mètres, mais il faut les remonter derrière. Et comme la journée est déjà passablement longue, dire que tout le monde s'arrête sur le rebord du cratère et va jusqu'à Uru Peak si la condition physique est suffisante. Donc ça, c'est le deuxième grand itinéraire, même durée que sur la Matchamé. Et là, on voit aussi la descente est identique via Millennium Camp et Mweka Camp. Le dernier itinéraire que nous proposons, alors c'est un peu un coup de cœur pour Eric et pour moi, hein, c'est à notre sens le plus bel itinéraire qu'on puisse faire sur le Kilimandjaro. Alors, il offre un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il y a une très bonne acclimatation. L'inconvénient, c'est qu'il est cher parce qu'il est plus long. Il se déroule en 9 jours. Donc, forcément, ça augmente les coûts, aussi bien la taxe journalière que les coûts pour transporter le matériel. Donc, on part de Londorosi Gate, qui se trouve complètement à l'ouest de la montagne. On a 2 jours de progression dans cette forêt tropicale au pied de la montagne avant d'atteindre le plateau de Shira. Là, on devine sur la droite, on devine vaguement un cône là,
à la hauteur de Big Tree Camp. On devine le cône du volcan Chira. On rejoint Moir Camp. Et là, on bascule en versant nord, on redescend un peu. D'où l'intérêt pour l'acclimatation, c'est qu'on descend un peu, on descend sur la face nord et on fait une longue traversée à flanc. Un coup ça descend, un coup ça monte parce qu'il y a des ravines évidemment au pied de ce volcan et on rejoint Buffalo Camp. Vous voyez, on fait toute cette longue traversée qui doit faire une quinzaine de kilomètres au pied de la montagne et pour arriver à Buffalo Camp. Et là, on remonte vers le sommet par un itinéraire un petit peu différent de celui de la Rongaille. Donc, on a à chaque fois une version un peu différente de l'ascension. Il faut savoir quand même que dans tous les cas de figure, ces ascensions, ces derniers millimètres pour rejoindre le cratère, pour rejoindre le bord du cratère, sont assez pénibles parce que c'est de la lave qui forme des scories et ce sont des éboulis. Alors, avec le passage des nombreux trekkers, les éboulis se sont tassés, ce qui fait que c'est pas un pas en avant, deux pas en arrière, mais ça reste quand même une progression dans une pente assez raide et assez fastidieuse. Heureusement, on en fait une bonne partie la nuit, donc on voit pas. On voit pas la difficulté, on marche, on voit juste les talons de celui qui vous précède, parce qu'il y a toujours de toute façon au moins le guide qui est devant, donc on voit les talons de celui qui vous précède et on ne se rend pas compte de ce qu'on parcourt. Et d'un seul coup, le soleil se lève et là, boum, c'est le grand moment avant cette arrivée sur soit Gilman's Point, soit Stella Point, lourd au pic. La descente se fait assez facilement parce que l'inconvénient de ces éboulis, c'est qu'ils sont pénibles à monter, mais que par contre, à la descente, ça va beaucoup plus facilement. Souvent d'ailleurs, l'itinéraire de descente est légèrement différent du sentier de montée, ce qui fait qu'on peut se lâcher un peu dans les éboulis. Et puis on file jusqu'en bas, jusqu'à Millennium Camp. Donc c'est vraiment cette Northern que nous appelons la Grande Traversée. C'est vraiment le must si on veut voir le Kilimandjaro. D'abord, on le voit pratiquement sous ses angles, hein, de là en face ouest, on passe en face nord, on monte en face quasiment est et on descend en face sud. C'est pour ça qu'on appelle la Grande Traversée du Kilimandjaro. Alors, effectivement, c'est un investissement, mais vraiment l'investissement en vaut la chandelle. Alors, il existe d'autres voies hein, que vous pouvez voir là qui sont nommées sur le Kilimanjaro, mais soit ce sont des variantes des principales voies que je viens de vous décrire. Voilà, le lever de soleil sur le Mawenzi. La photo est absolument splendide, avec la mer de nuages en dessous. Donc, ces différentes voies qui offrent quelques avantages, quelques inconvénients, bien évidemment, les unes et les autres. On a fait le choix, nous, de sélectionner 3 des itinéraires principaux que nous pouvons considérer comme les plus beaux. Il y a aussi un itinéraire d'ascension, on l'a vu passer, la Western Bridge. C'était un itinéraire qui remontait essentiellement sur les glaciers. J'ignore totalement si au jour d'aujourd'hui il est encore faisable compte tenu de la fonte de ces glaciers. Oui, donc effectivement, bon, Chira qu'on voit de temps en temps, c'est en gros les Mochos avec un jour de moins. Hein, c'est ça, Didier. Ouais. Puis Lumboué, qui est une voie très rapide jusqu'au mur de Barranco en une journée. Bon, donc, Le Mouet offre comme intérêt de pouvoir faire, si quelqu'un souffre de l'altitude, ça permet de redescendre très rapidement depuis le pied de Barranco, enfin du mur de Barranco, jusqu'en bas dans la vallée. C'est une échappatoire assez pratique si quelqu'un est difficulté liées à l'altitude. hmm. Oui, puis la West Bridge, elle est effectivement très peu utilisée. Et Donc, Westbridge, j'ignore totalement si on peut encore être encore fiable. ouais, non, je crois que c'est assez compliqué. Et puis, on ne peut pas faire demi-tour d'ailleurs sur la voie. Une fois qu'on est dessus, compte tenu Oui, des c'est pédales qui compliqué. sont Oui, assez c'est compliqué à glissantes, retenir, ouais. on est obligé de sortir à 5007. Voilà, donc en synthèse, nous, on a retenu pour vous, pour nous, les 3 voies que Didier vous a décrites. Donc, la Matchamé, qui est ce grand classique, la Rongaille, qui est une voie très peu, très peu usitée par le versant nord, et puis cette fameuse grande traversée. Et il est vrai que la grande traversée, comme la Rongaille, voit tellement moins d'affluence que
bah, c'est un peu plus compliqué à organiser. Il faut avoir tous les clients présents. Il n'y a pas de départs internationaux. Quand sur la Marangou, la Matchamé, la Lemosho, il y a des départs beaucoup plus fréquents. Difficulté, altitude et sécurité. Allez Didier, je te Alors, laisse te faire difficulté. votre Il n'y a boulot. aucune difficulté technique pour l'ascension du Kilimanjaro. C'est vraiment un sommet pour trekkers, hein. C'est un des très rares sommets de cette altitude sur lesquels un trekker lambda puisse s'engager. L'unique difficulté, c'est l'altitude et la progression rapide en altitude. Mais là, je dirais que tout le monde est un peu à la même enseigne, hein. C'est-à-dire que même ceux qui ont par ailleurs été faire du trek en Himalaya où l'acclimatation est meilleure, bah, le Kilimanjaro, s'ils n'arrivent pas directement à l'Himalaya, ils seront comme tout le monde. Et il n'est pas exclu que l'altitude les dérange. D'où l'intérêt de choisir des itinéraires un petit peu plus longs, au moins une journée de plus, pour s'acclimater. Et comme vous pouvez le voir ici, les progressions d'altitude sont assez rapides, hein, puisqu'on passe de 2000 mètres, point de départ, de à peu près toutes les gates, toutes les portes d'accès sont autour de 2000 mètres, pour monter à quasiment 6000 mètres en peu de temps, donc quelques nuits. Donc ça fait une progression rapide, un petit peu trop rapide pour que l'organisme ait vraiment le temps de bien s'acclimater. L'autre difficulté peut être éventuellement l'enneigement. Il semble que ces dernières années, il y a des coups d'enneigement brutaux. On voit sur cette photo, hein. Alors, ce n'est pas des grosses quantités de neige, hein, mais malgré tout, ça peut gêner dans la progression. Il existe différents choix logistiques au niveau des camps. En particulier, il y a un camp qui s'appelle celui de Kosovo, qui est au-dessus du camp de Barafou quand on fait la Matchamé. La question pourrait se poser de monter jusqu'à ce camp pour avoir une journée plus courte le lendemain. Mais qui dit monter plus haut dit sans doute plus de difficultés pour passer la nuit. Si on fait une mauvaise nuit à cause de l'altitude, bah, le lendemain, on n'est pas très frais pour aller au sommet. Et en plus, ce camp de Kosovo est beaucoup plus susceptible d'être balayé par le vent. Il y a des vents assez violents, hein, au sommet du Kilimanjaro, pas tout le temps, bien sûr, mais il peut y avoir des vents assez violents et Kosovo est plus exposé. Donc, on privilégie aujourd'hui plutôt la halte à Barafou, même si pour un certain nombre de raisons, on pourrait préférer celle de Kosovo. Par contre, à la descente, on s'arrête à Millennium, qui est encore un peu haut en altitude, 3008, alors que le camp suivant est à 3000 mètres. Mais ça permet quand même de bien raccourcir cette longue journée de semi-couche et de première journée de descente. Passer la nuit au sommet, alors on a vu ça hein, dans certains programmes, on propose de passer une nuit au sommet. L'idée sur le papier est excellente. En pratique, je ne la trouve pas du tout judicieuse. Enfin, on ne la trouve pas judicieuse parce que l'acclimatation est déjà quand même un peu enfin, comment on va dire, trop rapide sur l'ensemble des voies du Kilimanjaro. Donc dormir au sommet augmente les risques d'être malade, d'autant qu'en plus il fait vraiment froid au sommet du Kilimanjaro, hein, on a moins 15, moins 20, donc l'organisme souffre également à cause du froid. Et bah, c'est comme je l'ai expliqué un petit peu avant, quand on est sur le cratère, il faut descendre à peu près 150 mètres, on le voit d'ailleurs sur la photo, pour descendre à peu près 150 mètres pour aller au fond du cratère. Dormir au fond du cratère, ça exigerait aussi que les porteurs amènent tout le matériel pour cette nuit au fond du cratère, que eux-mêmes soient suffisamment équipés pour passer la nuit au froid. Ça pose donc beaucoup de problèmes de logistique. Et puis, bon, parce que quand on est au fond du cratère, alors moi j'y suis pas allé effectivement, mais je suppose que quand on est au fond du cratère, 150 mètres plus bas, on n'a pas une vue extraordinaire, donc il faut monter sur le bord du cratère pour avoir la vue. Bon, donc je pense pas que ce soit une très bonne idée d'envisager de passer une nuit au sommet du Kilimanjaro, même si sur le papier ça paraît sympathique. Au niveau, donc l'autre difficulté, c'est le gradient de température hein, qui est extrêmement élevé on va partir dans la forêt en bas, il fait facilement 30 degrés et on va se retrouver au sommet avec des moins 15, fréquemment du moins 20, au monde de la forêt tropicale jusqu'au glacier. Et du coup, ça nécessite d'avoir un équipement vraiment correct. Donc certes, c'est un sommet de trekking, mais pour lequel il faut s'équiper comme pour aller en haute montagne, avoir des vêtements multicouches, bien chauds. Sac de couchage, c'est minimum 10 degrés centigrades en confort. Et
des chaussures de montagne, pas des chaussures trekking, mais des chaussures de montagne, toujours à cause du froid, hein, pour avoir une isolation thermique, marcher sur des cailloux qui ont été exposés à une température de moins 20 degrés pendant plusieurs heures nocturnes, le froid remonte par les pieds, donc il faut vraiment être bien protégé. Et on suggère quand même l'apport de crampons de type forestier, pas des crampons de haute montagne, hein, des crampons avec des grandes, des crampons très marqués avec des pointes de 5 cm de long ou presque, c'est pas nécessaire et ça peut être même très gênant pour marcher sur ces cailloux. Mais si les cailloux sont recouverts par une couche de neige fraîche et récente, avoir des crampons de type forestier peut faciliter la progression. Merci Didier. Bon, je reprends la main sur les meilleures périodes d'ascension. Donc, les mois les plus favorables sont ceux en fait où il n'y a pas de petite saison des pluies. Donc, c'est, on va dire mi-décembre à fin février. On a même eu un départ cette année sur la première quinzaine de mars qui était très très bien avec de très bonnes conditions climatiques de juin à octobre, donc tout l'été. Sachant que, eh bien, évidemment, pendant les vacances de Noël, c'est la haute saison, donc vous avez plus de monde. Et juillet, août, comme c'est les vacances d'été, vous avez aussi plus de monde. Donc, si on a le choix, on essaye d'éviter ces périodes où il y a plus de monde tout en restant dans les mois les plus favorables. Donc pour l'ascension, les saisons des pluies qui sont plus ou moins prononcées, c'est vrai que c'est vraiment de plus en plus délicat avec les perturbations, pour ne pas dire changement climatique, c'est de plus en plus difficile de tout prévoir et d'être certain de son coût, hein. Mais globalement, les saisons des pluies sont de novembre à mi-décembre. Voilà, peut-être un peu fin octobre aussi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, mars à mai, clairement, on évite avril-mai. Ça, c'est à peu près la certitude que l'on a. Et donc, par rapport à l'équipement dont parlait Didier et aux chutes de neige qui sont effectivement visiblement plus fréquentes, euh, voilà, donc il faut être bien équipé. Eh bien, écoutez, voilà, ça c'était donc notre présentation sur le Kilimandjaro lui-même. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, je les reprendrai donc en fin de présentation pour Didier et pour moi. Moi, je voulais vous parler du combiné avec le mont Kenya. Qui est quelque chose qu'on a fait d'ailleurs assez longtemps, que là j'ai voulu reprendre justement avec cette remise en place d'une programmation on va dire, un peu plus solide sur le Kilimandjaro. En fait, le mont Kenya, tout le monde pense que la pointe Lenana, qui est celle qui est proposée par la plupart des opérateurs, est le point culminant du mont Kenya, mais ce n'est pas le cas. Hein, 4985 mètres, en fait, c'est l'antécime que l'on peut atteindre en fait en trekking. Et moi, c'est vrai que ça m'intéressait, compte tenu de ce qu'on fait par ailleurs sur Expedition Limited, d'essayer d'aller jusqu'au point culminant du mont Kenya, qui est donc la pointe Batian à 5199 mètres et qui nécessite quand même une portion d'escalade, voilà, à peu près en quatre, sur une roche qu'il faut déterminer. Et j'en profite pour vous dire que j'essaierai probablement d'y aller cet été au Kilimandjaro pour aller sur la voie Northern, justement, et au mont Kenya. Donc, bon, on aura le temps d'en reparler, mais enfin, si tout ça, ça vous intéresse, on pourra en reparler dans les jours qui viennent. Donc voilà, donc l'idée, c'est de proposer donc le combo. Cette combinaison, en général, si c'est la pointe Lenana qu'on vise, donc c'est-à-dire en gros toute l'année, eh bien on commence par le Mont Kenya, puisque à 4985 mètres, ça permet une bonne acclimatation pour le Kilimandjaro. Si en revanche, c'est la pointe Batian qu'on vise à 5200 mètres, compte tenu des difficultés techniques qu'on va rencontrer, là, moi, je pense qu'il faut démarrer par le Kilimandjaro et finir par la pointe Batian. La pointe Batian, en fait, comme le mont Kenya, comme le mont Kilimandjaro, sont donc, on va dire, à peu près à l'équateur. Et donc, comme on passe par une voie, par un versant nord pour atteindre la pointe Batian, et que donc l'été, le soleil est dans l'hémisphère nord, il chauffe plus la paroi, et c'est la raison pour laquelle c'est un sommet qu'on fait plutôt, enfin même pratiquement qu'uniquement l'été. Donc, il y a à peu près 2 mois, juillet, août, pour faire la pointe Batian. Voilà. Donc, pour simplifier, donc, Kenya puis Kilimandjaro toute l'année et en été,
pour ceux que ça intéresse, peut-être faire des groupes mixtes d'ailleurs. En fait, il n'y a que 2 jours de différence entre la pointe Batian et la pointe Les Nanas, donc il y a peut-être des choses à réfléchir pour faire, pour avoir plus de monde et pour mieux confirmer ces départs. Voilà, globalement, sur le mont Kenya, on part de la voie Chogoria, à l'est de la montagne. On part en traversée et on finit soit par la voie Sirimon, si on s'est arrêté à Shipton's Camp pour la Batian, ou alors la Naromoru, qui est un peu plus jolie, mais qui est un peu plus raide et voilà, qui est un peu plus dur pour les genoux. Bon, donc à voir. Mais en tout cas, elle se fait de toute façon à traverser en partant de l'est et en venant à l'ouest. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on traverse à l'Oitokitok, je vous en parlais tout à l'heure, et on essaye de faire un safari nocturne et un safari matinal à Amboseli, qui est ce fameux parc national, qui n'est pas le plus exceptionnel en termes de faune, mais qui permet d'avoir des vues, si le temps le permet, sur le Kilimandjaro. C'est vraiment cette image d'Épinal. C'est l'image qu'on voit derrière notre ami Didier, qui, je vous rassure, est dans un studio. Voilà. Donc combiner mon Kenya, donc encore une fois, Kilimandjaro, Amboseli, mon Kenya ou l'inverse, selon ce qu'on vise et selon le départ. Ensuite, il y a un sommet qu'on aime bien. Donc, bon, vous l'avez compris, hein, le mont Kenya, c'est le deuxième plus haut sommet d'Afrique. Et le troisième, c'est celui-là, c'est le mont Stanley dans les Rwenzori, donc en Ouganda, qu'on connaît bien. On pratique pas mal avec Tamera, en général sur des Tamera, c'est l'activité sœur hein, d'Expedition Unlimited. Et en général, c'est un 15 jours en fait. Où on démarre par des programmes d'habituation, d'ailleurs un programme d'habituation de chimpanzés. Puis après, on fait le trek Rwenzori avec l'ascension du mont Stanley, qui est probablement d'ailleurs, point de Batian mis à part, finalement le sommet qui est le plus alpin. On le voit d'ailleurs un peu sur cette image. Et puis après, on continue par un magnifique safari à Queen Elizabeth. Et en général, on finit par soit une journée d'observation du gorille des montagnes au parc de Bwindi. Et on a maintenant la possibilité de faire une habituation aussi. Donc ça veut dire qu'on est plus longtemps là. Les gorilles, c'est pas le sujet du jour, mais je peux pas ne pas vous en parler. Si on est dans une logique d'observation, c'est 1 heure, donc c'est assez timé. Donc il y a 2 à 3 heures dans la forêt, 1 heure d'observation et puis on repart. Avec ce programme d'habituation qui est un peu plus cher, on a la possibilité de passer plusieurs heures avec un groupe de gorilles qui est en habituation donc avec l'humain. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien et du coup évidemment le rêve ce serait de faire une trilogie en fait Kili, Kenya, Stanley pour ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que c'est quand même assez long, puis c'est vrai que le budget évidemment il est plus important. Donc moi, je vais travailler pas mal dans une logique de programmation en module. Donc mon Kenya, Kilimandjaro, ça on a compris, et essayer de prévoir des départs sur le mont Stanley dans la foulée, permettant à ceux qui voudraient de pouvoir partir longtemps et d'en profiter pour faire les 3 plus hauts sommets d'Afrique. Voilà, et puis bon, on ne peut pas ne pas vous parler donc des safaris de la région. Bon, vous l'avez compris, il y a notamment le parc le plus connu, ce parc tanzanien, donc parc national du Serengeti. De l'autre côté de la rivière Mara, c'est le Masai Mara au Kenya, qui est plus petit et où il y a moins de faune une grande partie de l'année. Il faut savoir qu'il y a cette fameuse grande migration qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qui en fait fait un tour comme ça, part du Serengeti, va jusqu'à la rivière Mara et puis redescend. Et donc, bon, 80% de l'année, on va dire, une grande partie de cette faune peut se voir à Serengeti et l'été, on peut la voir dans sa partie vraiment nord à Masai Mara. L'idée, c'est qu'en fait, tous les gnous, les zèbres migrent justement pour paître. Et évidemment, derrière, vous avez tous les grands fauves qui les suivent pour se régaler. Donc, si vous êtes donc dans la bonne, enfin, finalement, il y a toujours plus ou moins une bonne période. Il faut juste qu'on se positionne sur le bon lodge au Serengeti, puisque si on est au sud du Serengeti, quand la migration est plus nord, on voit moins de choses. Mais enfin, on voit de toute façon des choses merveilleuses.
Et puis après, il y a bien sûr l'aire de conservation du Ngorongoro, là, le cratère dont on parlait, l'autre volcan qui est en Tanzanie. Bon, là aussi, c'est très timé hein, de nos jours. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas dormir dans le cratère, on y va à la journée. Donc, il faut, si c'est possible, avoir un lodge en bord de cratère du Ngorongoro, ce qui permet d'être parmi les premiers dans le cratère avant que la foule des bus et autres qui viennent d'ailleurs voilà, envahissent le cratère. Donc, il y a un peu de gestion fine là-dessus. Puis après, les fameux Amboseli, Maniara, Tarangire, il y a pas mal de Amboseli dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc on peut faire des extensions à partir de 3 jours, ça peut durer 5 jours, 7 jours, 10 jours évidemment, mais déjà en 3 jours, on peut en profiter un peu et je trouve que c'est dommage d'être là-bas et de ne pas le faire du tout. Pour ceux qui ont vraiment du temps, il y a aussi évidemment Zanzibar. Il y a pas mal de choses à faire, à la fois culturelles, voire même Dar es Salaam, qui est la capitale tanzanienne. Voilà, il y a de belles choses à faire dans cette région. Donc, nos départs au Kilimandjaro, ben, vous pouvez tous les trouver sur le site, hein, Expedition Unlimited. Il y a même d'ailleurs une page qui est dédiée au Kilimandjaro que vous trouverez dans l'onglet Challenge. Pour revenir au Kilimandjaro, c'est des durées donc de 11, voilà, de 11 à 13 jours. 11 jours, c'est le grand classique, la Matchamé, la Rongaille. Et donc, en fait, ça revient à une ascension sur 7 jours. Et puis, ben, la grande traversée qui est en 9 jours, ça nous amène à 13 jours. Si on part sur les 11 jours, si on rajoute le Kenya, comme je le mettais tout à l'heure, c'est 17-18 jours la combinaison des deux, voire 2 jours de plus si c'est la Batian. Et il faut rajouter une dizaine de jours de plus, on arrive à 30 jours, donc si on veut faire les trois. En gros, on a un départ garanti une fois par mois. On sait faire partir des 3 à 4 personnes, donc c'est assez simple. D'ailleurs, on a tendance à privatiser dès que justement on est à 2, 3, 4 personnes. Bon, 2, il y a un petit surcoût, mais ça peut valoir la peine, surtout si on veut choisir un peu ses hébergements. Et voilà, et puis on va essayer donc de confirmer les ascensions du mont Kenya derrière le Kilimandjaro ou avant, selon la période. Et donc je voulais vous montrer le site internet. Donc j'arrête le partage 2 secondes et je vais essayer de revenir avec le bon partage, PowerPoint. Voilà. Alors donc là, j'imagine que Didier, tu me confirmes, on voit l'écran là, on voit le Et, site internet. Voilà. Et donc, en fait, bon, bah, donc, hein, c'est notre site, vous le connaissez. Donc, c'est les régions, tout ce qui est haute montagne, donc jusqu'à 8000 mètres, le polaire, les grandes traversées. Voilà. Et c'est dans Challenge. Et vous voyez ici, il y a Kilimandjaro. Et là, vous retrouvez donc, eh bien, les trois ascensions dont on vient de parler. Écoutez, voilà, les amis, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que c'était assez complet. Merci beaucoup, Didier, d'avoir pris le temps de travailler tout ça avec moi. C'était en tout cas passionnant à préparer. Allez, à bientôt. Au revoir à tous.